La biographie de Glucksmann. Donc, il est né à Boulogne-Billancourt, dans une famille juive ashkénaze française. Ça a peut-être une importance dans son traitement médiatique du conflit israélo-palestinien, en particulier actuellement. Donc, fils d'André et de Françoise Glucksmann. Il étudie à Paris, lycée Lamartine, puis prépa de lettres Hippocagne et Cagne au lycée Henri IV. Il fait Sciences Po. Il va ensuite intégrer pendant 7 mois en Algérie le quotidien généraliste Le Soir d'Algérie comme journaliste, pendant 6 mois. En mars 2003, encore étudiant, il fonde avec une dizaine de personnes et l'aide de son père et de ses amis l'association Étudiants sans frontières qui permet à 9 étudiants venus de Tchétchénie d'étudier dans les écoles parisiennes. Et là, il se met à commencer à faire des documentaires, Tuer les tous avec David Hazan, qui pointe la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis. En 2004, il réalise aussi un documentaire sur la Révolution orange. J'avais vu sur le génocide, j'ai été voir un petit peu ce que disait notre ami Glucksmann dans la presse. Il y avait un entretien et il s'épanchait sur la manière dont il avait découvert les massacres au Rwanda. Et il avait dit, voilà, j'avais 14 ans, je commence à découvrir la réalité de ce que c'est et je bascule dans le monde des adultes et je me dis plus tard, j'irai parler de cette histoire, j'irai dénoncer, etc. Et donc il le fait. Et c'est de la politique moralisatrice sur la base de traumatismes d'enfants. C'est vraiment, il y a vraiment une dimension psychologique, voire même psychiatrique, dans ce que font ces gens qui s'emmerdent dans leur beau quartier. Bref, continuons. Aux côtés de son père, donc là encore, on voit que papa est vraiment à l'origine de la carrière du fiston. Donc Glucksmann est des contributeurs de la revue néoconservatrice Le Meilleur des Mondes, publiée entre 2006 et 2008. C'est un cercle de réflexion fondé par différentes sensibilités pro-américaines. On passe un petit peu là-dessus. En 2006, il va être investi par Alternative Libérale. Il dira plus tard qu'il n'a jamais été candidat, ce qui est vrai, mais en fait, il était prévu qu'il soit candidat, il a retiré son nom quelques jours avant le dépôt des listes. Et puis finalement, il ira soutenir Sarkozy. En 2008, alors qu'il allait couvrir l'invasion de la Géorgie par la Russie, il y a eu une altercation avec un général russe qui le pousse à s'investir auprès de Mikhail Saakashvili, et il va devenir son conseiller spécial. On va voir un petit peu ce que ça donne. Finalement, le gars, ça tourne en autre boudin à partir de 2013, vous voyez, il finit par s'enfuir de Géorgie et est allé en Ukraine, et justement, il y a la révolution du Maïdan, et en 2012-2013, notre ami Glucksmann part sur le Maïdan, soutenir la révolution, engagement en Ukraine, voilà, et il va conseiller Vitali Klitschko, et puis Yulia Tymoshenko, mais c'est pas indiqué ici. Vous voyez un petit peu le pédigré. Ensuite, il va publier un bouquin, il va parler un petit peu à la radio, il va tenir quelques émissions, avant de s'investir en 2018 en créant Place Publique. Et il va essayer de profiter en fait d'un créneau laissé vacant. Alors, on a parlé des néoconservateurs et des nouveaux philosophes, et donc là, on a un petit peu toutes les clés de compréhension pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Glucksmann, et j'ai tiré comme ça quelques petits faits porteurs de sens, quelques éléments structurants de sa pensée, en tout cas à mon avis. Je vais boire un petit coup. C'est qui nous fait jacter, celui-là. Donc c'est genre littéralement un agent des US, quoi. Et bah oui, quand on voit ce pédigré, où le mec écrit dans des revues pro-américaines, est complètement atlantiste dès le début, promeut voilà, un accord de libre-échange, il est complètement pro-européen, il soutient les révolutions oranges, enfin les révolutions de couleur, que ce soit en Géorgie, en Ukraine, etc. Il est sur le Maïdan. Il y a un moment où on verra aussi que dans ses positions, il est constamment en soutien des États-Unis. Il y a un moment où tu te dis, mais ce mec, il est payé par les Américains, c'est pas possible autrement. Il y a un moment où c'est bon, on a compris, t'as ta carte à la CIA et tu bosses pour eux, quoi. T'es en mission. Voilà, bon, faut le dire. Il y a peut-être, c'est peut-être vrai. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de preuve, ou en tout cas, on n'en a pas vu. Il y a peut-être une autre explication, et qui est justement ce parcours un peu particulier, qui le rend naturellement aligné sur les intérêts des Américains, en tout cas dans la version néoconservateur de ses intérêts. Bref, pour commencer, il y a déjà cette forme de continuation de la guerre froide. Il n'est pas allé en Géorgie et en Ukraine pour rien. Il y a cette lutte contre l'URSS qui perdure, comme une espèce de filiation naturelle dans le mea culpa qu'essaye de faire son père. Il va beaucoup s'investir dans ces pays, dans ces anciens satellites de l'URSS, pour promouvoir la démocratie. Et il y a aussi cette vision de la défense de l'Occident comme étant un bastillon de la démocratie. Et tous ceux qui dérivent de ce système, soit n'ont pas encore connu la lumière, soit sont des ferments de régime totalitaire, qu'il convient de réformer, n'est-ce pas, il convient d'en changer le régime, de moderniser les institutions et de moderniser l'économie de ce pays, c'est-à-dire de l'aligner sur le modèle américain, de l'intégrer dans la mondialisation à l'américaine, et comme on a pu en discuter sur cette chaîne, l'intégrer dans les institutions de la mondialisation à l'américaine, c'est l'OTAN, l'Union européenne si c'est pertinent, ou au moins l'OCDE, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec son action en Géorgie. Donc il y a ça, et puis tout ça est fait au nom de grandes valeurs qui sont brandies, la lutte contre le goulag, contre l'extrême droite, pour la démocratie, pour les droits de l'homme, mais quand il s'agit de passer à l'action, tout d'un coup on devient très sélectif, et on se permet d'être tolérant avec des comportements de type autoritaire, mais c'est pas grave parce qu'on est dans le camp du bien. Vous vous souvenez, il y a le bien, il y a le mal. Et nous on peut pas faire le mal puisqu'on fait le bien. Si on fait le mal, c'est contre des gens qui font le mal.
On peut se permettre d'éclater les opposants en Géorgie parce qu'en fait ils sont alignés sur Poutine. Poutine c'est le mal, donc après ils veulent recréer une forme de dictature en Géorgie, donc c'est normal d'être dur avec eux, tout simplement. Voilà, donc il y a cette hémiplégie de la moralité, ce qu'on va voir un petit peu ici. Glucksmann le va-t-en-guerre, celui qui a soutenu en 2003 l'intervention criminelle de Bush en Irak, avant de souffler pendant près de 4 ans à l'oreille du dictateur géorgien Mikhail Saakashvili, n'en démord pas aujourd'hui. Glucksmann continue, alors que la menace d'une généralisation des conflits pèse sur le Proche-Orient comme sur l'Europe, de prêcher un discours résolument belliqueux aux antipodes de la désescalade que tous les progressistes européens se devraient de porter aux élections de juin. Là, juste pour info, on est sur un article de la Vanguard sur l'imposture de la gauche du dollar, 1er février 2024. On va voir différents articles à différentes dates de ces 10 dernières années. Donc là, c'est récent. Au sujet de la situation coloniale en Palestine et de la réponse meurtrière d'Israël aux attentats du 7 octobre, Raphaël Glucksmann a voté à Strasbourg, où il siège depuis 2019. Il a voté contre la qualification de crime de guerre de la réponse d'Israël sur la bande de Gaza, contre la libération de 5200 prisonniers politiques palestiniens, dont 170 enfants, placés en détention par Israël en dépit du droit international, contre l'utilisation de la notion d'apartheid pour qualifier la situation de ségrégation institutionnalisée que subissent les Palestiniens en Cisjordanie, contre aussi le soutien de la procédure entamée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice visant à faire cesser l'offensive israélienne. Enfin, contre la condamnation de l'intervention américano-britannique au Yémen, qui risque d'intensifier et de régionaliser le conflit. Donc là aussi, la défense d'Israël, on peut le voir, en termes de 2 poids 2 mesures dans les médias, c'est colossal. Par exemple, ce qui s'est passé dernièrement avec l'Iran. Israël est allé bombarder une ambassade iranienne au Liban, si je ne me trompe pas, donc dans un autre pays. Violation complète du droit international. Personne n'a bronché en Occident. Personne n'a dénoncé cette agression. L'Iran riposte, presque par forme. Alors, on balance quelques missiles pour rigoler. D'accord, c'était à Damas en Syrie, ok. Donc on balance quelques missiles pour rigoler, et tout d'un coup, toutes les personnes autorisées à penser, toute cette clique de néoconservateurs, de nouveaux philosophes, ardents défenseurs de la démocratie, droits de l'homme et compagnie, tout d'un coup s'insurgent. Pourquoi? Parce que Israël est labellisé démocratie. Vous entendez toujours, quand quelqu'un dénonce les crimes d'Israël, les dérives autoritaires, ou ici on parle de ségrégation institutionnalisée, quand quelqu'un dénonce ça à la télé, vous avez toujours un couillon de journaliste ou d'intellectuel bien pensant qui te dit « Mais Israël, c'est la démocratie quand même, c'est une démocratie. Hein » Alors qu'autour, il y a les pays, les États voyous, il y a les méchants, il y a ceux qui n'ont pas encore vu la lumière. Israël est intégré dans la mondialisation, pas les autres. Hein, voilà, c'est tamponné démocratie. Prétendant que la défaite de la Russie en Ukraine est un intérêt vital pour l'Europe, Glucksmann rabâche également en boucle sur tous les plateaux depuis 2022 qu'il est nécessaire de livrer des armes, et toujours plus d'armes, à Kiev, faisant ainsi le plus grand bonheur des marchands de canons. Invité dans C'est à vous en février 2023, il affirmait que la guerre était une obligation pour l'Occident, qu'il fallait livrer plus d'armes en Ukraine afin d'atteindre l'objectif stratégique de la défaite totale de Poutine, balayant l'idée de pourparlers et d'accords de paix qui permettraient de mettre fin à l'hécatombe. Là aussi, on retrouve cette idée de ne pas se compromettre avec les empires du mal, avec les méchants, et qu'il faut au contraire profiter de notre supériorité morale, matérielle et tout ce que tu veux, pour se débarrasser de l'empire du mal, se débarrasser des régimes autoritaires qui, de toute façon, finiront dans des camps et des horreurs sans nom, donc on peut se permettre de faire tuer des gens au nom de ça, parce que c'est pour le bien. Parce qu'à la fin, le bilan sera positif. C'est des trucs, enfin, c'est des délires, c'est comme Margaret Albright, je crois, quand on lui disait... We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Pareil, je crois que c'est Biden qui a dit à propos des Ukrainiens qui meurent, il avait dit que c'était un sacrifice qu'il est prêt à faire. Donc là, c'est pareil. Que les gens meurent en Ukraine, c'est un sacrifice que Glucksmann est prêt à faire pour une idéologie. Parce que les gens sur place, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est être en paix. Hein. Que le Donbass soit une nouvelle république ou rattaché à la Russie, ils s'en battent les couilles. Ce qu'ils veulent, c'est qu'effectivement, il y a un moment où tout ça s'arrête, se calme, qu'il n'y ait plus de guerre entre l'Ukraine et la Russie, qu'ils puissent vivre en paix durablement, peut-être en bonne entente avec leurs différents voisins. Donc l'Ukraine, c'est dommage parce que l'Ukraine aurait pu être un pont entre l'Europe et la Russie. Il y a même eu une époque où la Russie voulait rentrer dans l'Union européenne, hein, ça il faut quand même s'en souvenir. Donc on a vraiment cette idée de ne faire surtout aucune compromission. On se fiche des malheurs que l'on crée puisqu'on est dans le camp du bien, et qu'à partir du moment où on lutte contre le mal, hein, contre le méchant, l'autoritaire, le méchant Poutine, on peut se permettre toutes les horreurs, on peut se permettre tous les massacres, ça n'a pas d'importance, c'est une obligation même. L'enlisement du conflit a déjà conduit à la mort de plusieurs dizaines de milliers de civils et de soldats ukrainiens, même de centaines de milliers. La jeunesse française, européenne et plus largement internationale ne souhaite pas mourir sur le front, dans le seul intérêt des oligarques et des manias de l'armement. Face à la guerre, la désescalade devrait être une priorité de la gauche européenne. Glucksmann souhaite intégrer l'Ukraine ainsi que d'autres pays, notamment la Moldavie et la Géorgie, à l'Union européenne, risquant dès lors d'intensifier encore davantage les tensions avec la Russie, en plus de laisser envisager une catastrophe pour l'industrie française, ayant déjà souffert de précédents élargissements, comme l'intégration de la Bulgarie en 2007, où le salaire minimum est de 332 € par mois.
Alors, il y avait d'autres passages aussi que je voulais mentionner, il me semble. Un droit des peuples à géométrie variable, il me semble que c'était ça. Ouais. Ce combat contre les autocraties et les régimes illibéraux, Glucksmann en a fait sa marque de fabrique. Mais au-delà de l'image, qu'en est-il réellement? À peine élu eurodéputé, il demande la création d'une commission spéciale sur l'ingérence étrangère et la désinformation, dont il devient le président. Il en synthétise les conclusions dans un énième livre intitulé « La grande confrontation, comment Poutine fait la guerre à nos démocraties ». L'occasion de se faire mousser, de toucher quelques droits d'auteur et puis de faire quelques passages médias, n'est-ce pas? L'intellectuel médiatique veut en faire la morale sur les grands sujets. Raphaël Glucksmann ne mâche effectivement pas ses mots pour flétrir l'ennemi russe qui opprime ses amis géorgiens ou ukrainiens. Ardent partisan de l'aide militaire à l'Ukraine, Glucksmann fait d'ailleurs de l'intégration de cette dernière dans l'OTAN et l'UE une priorité absolue, quel qu'en soit le prix économique. Cette commission spéciale reste pourtant étrangement timide quant aux ingérences venues de l'Ouest. Quid, par exemple, du travail d'espionnage commercial et diplomatique mené en Europe par les États-Unis? Pas un mot. Les foudres de Glucksmann s'abattent uniquement sur les adversaires du bloc occidental. Ses alliés bénéficient d'une singulière mansuétude, qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite, des pays d'Europe de l'Est opposés à la Russie, de la Turquie ou du Qatar. Détail significatif concernant ce dernier, Raphaël Glucksmann appartient à l'alliance progressiste des socialistes et démocrates. Alors là, on a vraiment salade, oignons, jambon, fromage. Le sandwich est parfait. Il s'agit du groupe d'Eva Kaili, ancienne vice-présidente du Parlement européen au centre d'un scandale de corruption. En décembre 2022, on retrouvait chez elle 900 000 € en liquide et elle était arrêtée par la justice belge, accusée de corruption par le Qatar. Quelques jours plus tôt, elle ne tarissait pas d'éloges sur ce pays, leader en matière du droit du travail, avec l'abolition de la kafala, le fameux système par lequel le Qatar exploite des migrants dans des conditions proches de l'esclavage. Donc voilà, leader du droit du travail, le Qatar, avec l'abolition de la kafala, l'introduction d'un salaire minimum. Or, le Qatar n'est mentionné que 3 fois dans le rapport issu de la Commission sur les ingérences étrangères, exigé par Glucksmann. La Russie, elle, est mentionnée 66 fois. Donc il y a un certain tropisme, une hémiplégie de la morale, où on prétend dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, à la démocratie, à tout ce que tu veux, mais seulement quand c'est dans des pays qui ne sont pas alignés sur les Américains, et qui ne sont pas des régimes alliés des États-Unis. Et on retrouve cette façon de penser des néoconservateurs où, par une forme de pragmatisme, on va tolérer des régimes extrêmement autoritaires à partir du moment où ils sont anti-soviétiques et alignés sur le camp du bien, sur les États-Unis, à partir du moment où c'est des marionnettes. Et donc là, c'est pareil. C'est le même schéma, sauf que la lutte contre l'URSS, contre le soviétisme, forcément, depuis qu'il n'y a plus vraiment de pays soviétiques, à part un peu la Chine et puis la Corée du Nord, ça tombe un peu à l'eau. Et donc voilà, cette mentalité est recyclée dans une forme de paranoïa généralisée, où il peut sortir à tout moment d'un pays non aligné un régime autoritaire qui menacerait l'ordre mondial, qui menacerait les démocraties. Comme on peut le voir, c'est Poutine. En fait, voilà, l'incarnation de ça, c'est Poutine, qui ne respecte pas les règles de l'ordre international, qui menace l'hégémonie des États-Unis, en gros, qui prétend être un contre-pouvoir. Donc ça, c'est très grave, il faut lutter contre, et il faut défendre tous ceux qui feraient les frais de cette oppression. Mais quand cette oppression est au Qatar, en Arabie Saoudite ou dans toutes sortes de régimes alignés sur les États-Unis, là, c'est plus un problème. Donc voilà, c'est une forme de continuation de la guerre froide, dans une défense tout azimut de la démocratie, du bastillon de la démocratie occidentale, avec comme fer de lance les États-Unis, comme totem intouchable. Et voilà, tous ceux qui s'attaquent aux États-Unis sont des méchants, et tous ceux qui défendent les États-Unis sont des gentils. Même s'ils sont un peu méchants, peut-être qu'ils sont sur la voie d'une démocratisation future. Il y avait cette idée d'ailleurs pendant un temps de gens qui se réjouissaient de la montée en puissance économique de la Chine, parce qu'ils disaient cette conversion de la Chine à l'économie de marché conduira à la démocratie. Il y a des gens qui en Irak, j'avais vu l'interview de Pierre Conessa sur Élucide, et il décrivait cette idée des néoconservateurs qui ont débarqué en Irak avec des belles idées sur la démocratie, n'est-ce pas? Et qui ont calqué leur modèle sur ce pays, sans prendre en compte les conflits ethniques, religieux qui pouvaient avoir lieu. Et ils ont dit, on va faire une démocratie à l'américaine, à l'occidentale, un Irak, avec un homme, une voix, tout le monde vote, tout le monde est heureux, et puis le problème, c'est que les gens, ils sont pas forcément formés à la démocratie, ils sont pas forcément dans l'état d'esprit démocrate, et ça pose des problèmes. Et ça a un peu tourné en eau de boudin avec une communauté religieuse qui a pris le pas sur les autres dans le pays. C'était la minorité qui dirigeait, cette majorité qui a pu prendre le pouvoir par ce processus de démocratisation, puisqu'ils étaient les plus nombreux, ils n'ont pas forcément été très démocrates, très inclusifs, avec les minorités du pays, parce que ça ne marche pas comme ça en Irak. Voilà, donc ce droit des peuples à géométrie variable. Alors, il est intéressant aussi de voir ce que Glucksmann entend par démocratie. Pour nous autres, pauvres couillons, pauvres mortels, habitant si loin de Saint-Germain-des-Prés et de sa pensée complexe, la démocratie est un système de décision. C'est un ensemble d'institutions, en général un parlement avec une séparation des pouvoirs, une liberté d'expression, un sens du débat d'idées, une recherche du compromis, bref, l'idée que tu ne seras pas incarcéré pour tes idées. C'est déjà un début de démocratie. Mais pour des gens comme Glucksmann, ça va plus loin, et c'est plutôt un ensemble de valeurs.
Et on va voir qu'il arrive à s'accommoder d'un système très autoritaire à partir du moment où les valeurs sont respectées. Et là, il aura le tampon démocratie. Donc on peut utiliser le mot démocratie avec un D majuscule, puisque ça renvoie à un projet relativement précis qui est ce que Glucksmann a décidé que ce serait, la démocratie. Par exemple, j'avais vu une interview de lui où il s'émeuvait de sondages en France, et il disait mais c'est incroyable, la démocratie recule en France, les gens sont de plus en plus pour la peine de mort, et sont de plus en plus pour des restrictions de la politique migratoire. Alors quoi qu'on pense de ces idées, on se rend compte qu'il n'est pas pour la démocratie, il est pour un ensemble de valeurs, être contre la peine de mort, pour la migration, pour la laïcité, les valeurs de la République, ce truc un peu flou, pour une vision assez cosmopolite du monde aussi, et pour aussi une protection des structures en place. On a vu, pendant les Gilets jaunes, tous les boomers être terrorisés par des gens qui réclamaient plus de démocratie, et qui les traitaient de fascistes. C'est des fascistes, c'est des nazis, ils veulent attaquer les institutions. Bah oui, connard, elles ne fonctionnent pas assez bien. C'est ça le problème. La possibilité de révoquer des élus, ça peut être intéressant. Peut-être qu'une possibilité d'un processus de démocratie directe, pourquoi pas? On peut en parler. Non, là, c'était une atteinte aux institutions. C'est une catégorie de gens qui sont satisfaits de la situation actuelle et pour qui tout changement constitue plus un risque, en fait, qu'une opportunité. Ils sont satisfaits, ils sont contents, ils sont dominants politiquement, culturellement, économiquement. Pourquoi changer? Alors la démocratie, pour eux, c'est un ensemble de valeurs et c'est un kit, en fait. C'est un kit de pensée, c'est un kit de lois, de réglementations à appliquer. Et on s'en fout de savoir après derrière si ceux qui sont pas d'accord, s'ils sont maltraités, si ils ont la place pour s'exprimer, si le processus est réellement démocratique ou non. Tant qu'à la fin, on impose la démocratie, tout va bien. Je veux pas trop rater de passage, mais je veux pas non plus tout mélanger. J'essaye de garder un minimum de structure. Hein. Alors, après ce séjour en URSS, Glucksmann revient en France et officie comme chroniqueur France Info, France Inter. Par la suite, il tente de convertir sa relative popularité dans l'intelligentsia libérale en capital politique. En novembre 2018, il cofonde le parti Place Publique en vue des élections européennes. Son postulat de départ est simple, le Parti socialiste est en pleine implosion et le champ politique français se recompose rapidement. Avec un grand gagnant, Emmanuel Macron, qui remporte les élections de 2017, ce dont Raphaël Glucksmann se félicite alors. L'évolution vers la droite du gouvernement laisse un espace au centre-gauche parmi ces Français éduqués, urbains, très attachés à l'Union européenne et au progrès, mais frileux à l'idée de changements socio-économiques rapidement suspects de populisme. Comme je vous le disais, on a affaire à des gens qui sont satisfaits de la situation actuelle, qui défendent les structures en place, qu'elles soient politiques ou économiques, parce qu'ils sont bien. Et que tout changement représente une menace, voilà, une menace de populisme. Et le populisme, on sait où ça mène, vous avez vu, hein, que ce soit à droite avec le nazisme et le fascisme, ou à gauche avec le communisme, on se retrouve avec des gens qui aiment bien ouvrir des camps. Voilà. Donc on va peut-être pas trop bouger les oreilles, hein, et on va rester dans ce système d'une démocratie représentative qui a des problèmes, etc., qui est un peu molle, mais on est bien. Voilà. Alors on se retrouve avec ça. C'est une vraie affiche, une vraie publication de la délégation du PS pour les européennes de cette année, 2024. Le pire slogan du monde, réveiller l'Europe avec Raphaël Glucksmann, et tu as littéralement un bus de vieux. Un bus de vieux, les plus sclérosés à mon avis intellectuellement qui soient, et qui veulent pas bouger, et qui sont dans la continuité, et qui sont satisfaits. Voilà, les vieux satisfaits, c'est tout. Donc, on a vu un petit peu ce processus de continuation de la guerre froide dans la défense de la démocratie, on a vu ce que ces gens entendaient par démocratie. On va voir maintenant que notre ami Glucksmann est avant tout un bourgeois mental. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est déjà quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui veut libérer les énergies des autres. On va voir un peu ça. Et puis il est pour l'Union européenne, c'est merveilleux. Donc là, on nous rappelle que Glucksmann a essayé de soutenir la candidature de Kouchner aux élections présidentielles de 2007. Finalement, il a participé donc à cette fameuse réunion chez Alternative Libérale. Il pensait être candidat pour les législatives. Il va soutenir finalement Sarkozy. C'est pas la gauche Ruffin, quoi. L'ancien président du mouvement Alternative Libérale, Édouard Filas, dont le but premier était de supprimer la Sécu, en gros, Alternative Libérale voulait transformer la France en États-Unis. Vous prenez la politique économique, sociale, machin des États-Unis, vous la calquez en France, terminé. C'était à peu près ça. Il garde un excellent souvenir du charisme de Raphaël, de son exceptionnelle aisance sociale et intellectuelle, due probablement à son milieu. Comme il l'explique à France Info, il est lumineux, passionné, avec une forme de détachement et d'élégance, précise quant à lui BHL dans un article du Monde. Ce détachement bourgeois revient beaucoup dans les descriptions de Raphaël Glucksmann, dans les innombrables articles le concernant. Il a eu un parcours classique de bourgeois qui lui autorise ce pseudo-romantisme. Après le lycée Henri IV et Sciences Po Paris, il réalise des documentaires, crée une société de communication, dirige brièvement un magazine littéraire, dont on va voir le succès. Il navigue professionnellement au gré de ses envies. Quand les journalistes du Monde lui demandent quel est finalement son métier, Glucksmann, quel est votre métier? Il n'a pas répondu « Ah ouf », il a répondu « C'est la pire question pour moi. Et j'ai toujours été porté par les décisions de l'instant, éternel luxe bourgeois de la liberté. » Quand on est dans un certain milieu avec une cuillère en argent dans la bouche, les conditions matérielles d'existence ne sont pas vraiment un problème. Et donc on a le temps pour
se soucier des turpitudes du monde et de savoir ce que ça nous fait ressentir. Normalement, ça dépasse pas le PMU, hein. Tout le monde en a des considérations sur la vie, la mort, la société, tout ce que tu veux, la justice, la démocratie. Mais lui, il est d'un certain milieu, et comme il a du temps, il va faire des documentaires, des articles, des livres, des campagnes, et ce qui n'aurait jamais dû sortir du PMU prend une dimension un peu nuisible pour la vie de nous autres, pauvres mortels. Alors, donc il travaille pas et il veut libérer les énergies. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Géorgie? Qu'a fait notre ami Glucksmann pendant 4 ans en Géorgie? Saakashvili, ce qui nous intéresse ici, ça va être surtout la partie économique, puisqu'on parle de bourgeoisie. Mikhail Saakashvili défend le libéralisme économique, hein. Il est élu en 2004, Glucksmann le rejoint vers 2006, hein, c'est ça, 2006, ou 2008. Il fait 2008-2012, et Saakashvili arrive au pouvoir par la révolution des roses, qui est en fait une révolution colorée dirigée par les États-Unis. Et pendant la période 2004-2013, Saakashvili donc défend le libéralisme économique et pense qu'un désengagement de l'État en matière économique est une bonne idée pour la Géorgie. Il met en application un programme de réforme néolibéral, suppression du salaire minimum, licenciement de 60 000 fonctionnaires, abaissement de l'impôt sur les sociétés de 20 à 15% et de l'impôt sur les dividendes de 10 à 5. En 2009, la Géorgie est considérée par Forbes comme le 4e pays avec la pression fiscale la plus faible du monde. Ce qui dit pas, c'est que par contre les entreprises étaient rackettées par le pouvoir. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre affaire. La Géorgie s'implique progressivement dans le marché international et en 2007, la Banque de Géorgie émet 200 millions de dollars d'obligations à 5 ans de 100% de valeur faciale avec un coupon de 9%. Ça, c'est le progrès. Voilà, ça c'est la modernisation. On voit ici que la Banque de Géorgie arrête d'imprimer du pognon. Elle se tourne, comme dans tous les pays civilisés, n'est-ce pas, qui ont connu la lumière de la démocratie de marché, elle se tourne vers les marchés financiers et elle émet de manière civilisée des obligations avec un coupon à 9%. C'est le progrès. Bien que le succès des réformes initiées par le président Saakashvili soit mitigé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, la réduction de la corruption est soulignée en février 2012 par un rapport de la Banque mondiale. Ils sont un petit peu juges et partis. Voilà, ils ont bien travaillé en Géorgie, c'est super. Ils considèrent que cette politique peut être appliquée dans d'autres pays. Le gouvernement géorgien a limogé 80% du personnel des douanes, 2200 fonctionnaires du bureau d'enregistrement, réduit le nombre d'universités de 237 à 43, supprimé diverses structures publiques. On a fait de la privatisation à tout va, quoi. La Géorgie est également classée 18e pour la facilité pour faire des affaires, alors que la plupart des pays voisins apparaissent au-delà de la 100e place. On a libéré les énergies en Géorgie. Enfin, on a sorti l'économie de tout un tas de carcans et de règles dictées par l'État, et on verra ce que ça donne. Le président Saakashvili oriente sa politique internationale sur 2 axes, consistant pour le premier à nuire aux intérêts russes, les méchants, et pour le second à servir les intérêts des États-Unis, les gentils. Voilà, c'est simple. Il est à l'initiative du doublement des troupes géorgiennes en Irak, faisant de la Géorgie l'un des plus grands contributeurs de la coalition militaire en Irak, et laisse des troupes au Kosovo et en Afghanistan afin de renforcer la sécurité globale. Et c'est un bon petit larbin du système mondialisé. Saakashvili fait grimper le budget de la défense à 10% du PIB, ce qui représente 1 milliard d'euros pour un pays de moins de 4,5 millions d'habitants. Du coup, c'est vrai que 237 universités pour 4,5 millions d'habitants, il y en avait peut-être un peu trop. Mais bon, voilà, ils ont foutu 10% du PIB dans le budget de la défense qui sert en fait aux intérêts des Américains. Voilà. Et ça, c'est le progrès, c'est la libération des énergies. Ce que je voulais vous montrer, plutôt Sarkozy que Mitterrand, voilà, donc là il y a tout le passage où il défend Sarkozy, mais c'est surtout Glucksmann et le despote, où il y a un certain nombre ici de témoignages de ce qui s'était passé sous le régime géorgien, qui n'est pas forcément un modèle de démocratisation comme vous allez le voir. Donc moi, je viens de mon logiciel philosophique de pensée, de rapport au monde, c'est un logiciel fondé sur l'idée des droits de l'homme. Finalement, quand on regarde 15 ans d'engagement, il y a une constante qui est un engagement atlantiste. Certains diront néoconservateur. Pourquoi je vous cite ça? C'est pour venir sur la Géorgie et l'Ukraine. Oui. C'est BHL qui vous emmène, qui vous téléphone à Tbilissi. Oui, allô? Quoi? Oh non! D'accord, j'arrive tout de suite. En route pour de nouvelles aventures. Vous devenez de 2009 à 2012 le conseiller de Saakashvili. À 30 ans, ce jeune Français est Tu vois le mec là qui se dit putain, on va me faire chier avec ça. un des conseillers officieux du président géorgien. Depuis plus d'un mois, l'opposition bloque le centre-ville de la capitale géorgienne et réclame la démission de Mikhail Saakashvili. Il cherche la sortie à... Voilà, donc là, quand le peuple se révolte, il y a les bonnes révoltes et les mauvaises révoltes, hein, c'est toujours pareil. Il y a celles qui sont dans les intérêts des États-Unis et de l'ordre en place de l'économie de marché, qui sont positives, qui sont des révoltes populaires, démocratiques et tout ce que tu veux. Quand c'est les gilets jaunes, c'est des nazis. Il y a d'autres exemples comme ça qu'on peut reprendre, où là, par exemple, vous avez l'opposition en Géorgie qui manifeste. L'idée, c'est de savoir comment on va s'en débarrasser. À ce moment-là, je sais pas qu'ils pensent des choses comme ça. Pour qu'ils sortent, il faut qu'ils aient une porte de sortie. Et c'est pour ça que ces propositions, c'est bien. C'est que ça peut leur permettre de faire du face saving et de montrer qu'ils peuvent obtenir des choses.
à mon avis, c'est un jour important. Après, je sais pas eux quelle sera leur stratégie. Ça, tu vas voir. Speaking with you and doing this book, it was also for me a way of discovering one of the very few political aventures. You are today one of the few leaders in the world that can speak and tell and share with us your experience about what politics truly means. That's why it was a pleasure and an honor to do this. სააკაშვილის მმართველობის წიგნმა, რომელმაც ყოველგვარ ზღვარს გადააბიჯა, ცხოვრების ყოველდღიური უსატახია უზრუნველობა ადამიანების ჩაგვრა. ყოველდღიური რეპრესიები, სახლების და ეკლესიების ნგრევა, დაკვა, ადამიანების გაკულაკება და კაფისვლა, ამას მინდა ხაზგაუზო კაფისვლა, იმ სახელმწიფოების გლობალური წესები. პრეზიდენტმა დაგიკვეთა პატარკაშვილის ლიკვიდაცია? კონკრეტულ სიტყვებს ვიძახი. ის უნდა მოვიცილოთ, როგორც მოვიცილეს რაფიკ ხარიჯი. ეს გახდათ ლიბანის პრეზიდენტი, რომელიც ააფეთქეს საკუთარ მანქანაში. იმიტომ რომ ხელისუფლებას ბიზნეს ტერორში ხავს კიდევ ერთხელ. შარშან ადგილობრივ არჩევნებზე სააკაშვილის დავალებით კედერაშვილმა დაახლოებით 4 მილიონი დოლარი არალეგალური შავი ფული მოაგროვა, შავი სალარო დააციხარჯებოდა. Une petite musique angoissante pour le générique de cette émission géorgienne de télé-réalité. Le héros s'est enfermé dans cette petite pièce sous l'œil indiscret de plusieurs caméras et il a promis de vivre comme un prisonnier aussi longtemps que le président n'aura pas quitté son poste. La Géorgie tout entière est une prison. Qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça ne fait aucune différence. Tout le monde est soulevé parce que c'est un gouvernement criminel. Plus que jamais, l'opposition géorgienne réclame un changement de régime. Saakashvili est une menace pour la stabilité du pays. C'est un gouvernement qui abuse des provocations, qui fait des provocations pour protéger leur position et rester au pouvoir. He had often been joked at in school, and he directed his revenge against his former classmates when he became president. Most of them were either stripped of their businesses or put to prison. Toutes les activités de Mikhail Saakashvili doivent être l'objet d'enquête, dit-elle, non seulement sur ce qui s'est passé lors de la guerre en août 2008, mais de torture en prison et sur la pression exercée contre les opposants politiques. La période de Saakashvili a été la plus horrible de l'histoire de la Géorgie. Pour commencer, la Géorgie occupait la première place en termes de nombre de prisonniers dans le monde, ce sont les données officielles. Nous avons subi des tortures et des traitements inhumains. Quand il demande à quoi le régime de Saakashvili peut être comparé, je réponds que cela peut être comparé au fascisme. Sous le régime de Saakashvili, il y avait entre 25 000 et 30 000 prisonniers pour une population de 4,5 millions d'habitants. Ils ont découvert avec horreur des images de torture et de viol dans une prison géorgienne. Ce n'est pas le premier cas de torture en prison. Rien que l'année dernière, il y a eu 140 cas identifiés de torture ou de mauvais traitements sur des prisonniers. Despotisme. Dérive autoritaire, c'est en 2012. Un pouvoir sans partage donc, qui a mené le pays à la guerre contre la pauvreté. Une police tenue de main de fer. Qui était ministre de l'Intérieur? La femme de Glucksmann. Ну, реально стал как армия Михаила Саакашвили, национальное движение, которые потом рекетировали бизнес, отбирали деньги людей, прессовали политических партий, убивали людей на улицах, питали людей в тюрьмах. Sympa quoi. Ah, la French Connection avec Glucksmann, qui est évidemment très proche du pouvoir, comme le dénonce Salomé Zourabichvili. Il n'a jamais souhaité rencontrer la seule française de l'opposition géorgienne, mariée à celle qui a été vice-ministre de l'Intérieur, puis ministre. Ignorait-il vraiment tous des excès de la police, des tortures dans les prisons et de la situation des droits de l'homme dans le pays? Coup dur, terrible. À noter d'ailleurs que sa femme, enfin son ex-femme maintenant, qui était donc ministre de l'Intérieur géorgienne au moment de toutes ces tortures, de cette police dirigée par une main de fer qui fait la guerre contre les pauvres, après la chute de Saakashvili, Saakashvili s'enfuit en Ukraine et elle aussi, elle se barre en Ukraine où elle devient, après la révolution du Maïdan, ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe pas, en tout cas ministre dans le gouvernement qui a suivi la démission de Viktor Yanukovych après le Maïdan. On est recyclé par les Américains parce que le gouvernement d'après Maïdan, c'est un truc qui a été sélectionné dans le bureau des affaires étrangères américain. On se souvient qu'il y avait eu des fuites avec Victoria Nuland où les types étaient en train de décider de savoir est-ce qu'on prend Klitschko ou Yatsenyuk ou qui va être le prochain premier ministre. Voilà, ils dissertaient de ça. Et puis il y avait même carrément eu une citoyenne américaine d'origine dont les parents étaient ukrainiens, mais elle n'avait pas la nationalité, qui a été parachutée des États-Unis, pouf, dans le gouvernement ukrainien. Elle a dû recevoir la nationalité ukrainienne pour pouvoir faire partie du gouvernement. Et voilà, elle était ministre ukrainienne, parachutée depuis Washington. Bref, donc son ex-femme, j'ai plus son nom,
Donc passer par ce gouvernement géorgien, ma foi, des plus autoritaires, qui se retrouve comme ça en Ukraine, avec Glucksmann, qui ensuite est séparé d'elle, mais lui aussi se retrouve en Ukraine à militer pour le Maïdan. Bon. Départ de Saakachvili, la fin d'un système brutal et répressif. C'est une page qui se tourne, un énorme soulagement pour 80% des Géorgiens, régime ultra-libéral, c'est ironique, qui maniait de façon très efficace la poudre aux yeux, à la manière d'un système stalinien. Je croyais que ça allait être écrit macronien, mais bon, bref. Une économie minée par le chômage et des conditions sociales extrêmement dures, Saakachvili a provoqué une terrible régression sociale dans le pays. Alors, Saakachvili va être inculpé pour détournement de fonds publics et puis aussi différents faits de répression. On va passer un petit peu... Il pourrit actuellement en prison, hein, Saakachvili, en Géorgie, après quelques petits errements. Il est méconnaissable. Il ressemble plus à rien. Alors on va voir un peu la conclusion sur le fameux logiciel de pensée. Mon logiciel philosophique de pensée, de rapport au monde, c'est un logiciel fondé sur l'idée des droits de l'homme. Vous n'avez jamais eu de retour critique, ou alors je ne l'ai pas vu, sur la Géorgie? Mais non, parce que je n'aurai pas de retour critique sur la Géorgie. That's why it was a pleasure and a honor to do this. Il est content, il n'y a rien à se reprocher. Donc premièrement, c'est lui qui définit ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, et tout ça depuis le Récamier, depuis son PMU de bourgeois de Saint-Germain-des-Prés, d'où ces conneries n'auraient jamais dû sortir, mais c'est un personnage finalement assez bête, quand on voit sa pensée, c'est extrêmement limité. Mais il est dangereux parce qu'il va avoir l'appareil socio-culturel pour mettre en forme sa bêtise et la diffuser au-delà du Récamier. Et comme il est dans un certain réseau, comme il est dans un certain milieu, voilà, avec cette fameuse aisance bourgeoise à promouvoir ses idées, eh bien, il va avoir accès dans les médias, il va pouvoir passer dans les médias, au détour d'un livre à la con qu'on publie, on est interviewé partout, et on peut comme ça diffuser son message et délivrer sa bonne parole de ce qui est bien et de ce qui est mal, faire la morale à toute la planète, sur la base de cette idée des nouveaux philosophes néoconservateurs, selon lesquels la démocratie de marché est le meilleur des systèmes, qu'il faut le défendre. Donc derrière, c'est la défense des États-Unis, de l'atlantisme et de tout cet appareil dont on a un peu décrit les choses au cours de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. C'est la rhétorique d'ailleurs de Bush avec la guerre en Irak. Vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Vous êtes pour le RN, vous êtes pour Poutine. Vous êtes un méchant, vous êtes un idiot, vous êtes un populiste. Voilà, ça c'est l'étiquette un peu du naïf, celui qui n'a pas encore compris que les révolutions ne finissent que dans les camps de concentration. Et donc il faut être une personne modérée, défenseur de la démocratie, défenseur des fameuses valeurs, et les valeurs, quelles sont-elles? Elles ne peuvent venir que de gens éduqués, ouverts sur le monde, qui ont fait Sciences Po, rendez-vous compte, hein? Comment pourrait-il avoir tort? Lui qui a fait tant d'études, qui a vu tant de monde, il écrit des livres, hein, donc il est malin. Bref, et donc il va définir quelles sont ces fameuses valeurs de la démocratie, et il va donner des tampons à des gens qui des fois ne les respectent pas, hein, comme un certain Mikhail Saakachvili, et il va dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est démocratique, ce qui ne l'est pas, ce qui est tolérable, ce qui ne l'est pas, du haut comme ça de son espèce de... on ne sait pas trop quoi, son confort bourgeois, un ensemble de certitudes qu'il a raison sur le moment. Sauter un passage d'ailleurs. Voilà, dès 2008, Glucksmann parlait avec grandiloquence de Saakachvili. Certes, Saakachvili n'est pas Gandhi, mais sous son impulsion, la Géorgie a changé de visage, la corruption a été presque réduite à néant, les journalistes étrangers y jouissent d'une liberté totale, les élections s'y déroulent sous le contrôle d'organisations internationales, l'économie décolle sans rente pétrolière, le gouvernement est formé de jeunes gens dont la double nationalité américaine, anglaise ou israélienne fait ressembler Tbilissi à une Babel occidentale plantée au cœur du Caucase. Merveilleux. Bon, on a vu le résultat. Hein. Et donc la politique est l'occasion de prendre des postures et de mettre en scène son opinion, sa morale, ses turpitudes du moment. On le voit d'ailleurs dans sa manière qu'il a de se présenter et de se mouvoir dans ce passage qui est ici. Il est ici et il commente, voilà, vautré sur son lit, sur son canapé, les jambes croisées, et il discute, oui, alors voilà, comment est-ce qu'on va bananer l'opposition? Il faut lui laisser un peu la porte ouverte, mais pas trop. Je vais vous repasser d'ailleurs ce truc de France 24, où est-ce que c'est? C'est que ça peut leur permettre de faire du face saving et de montrer qu'ils peuvent obtenir des choses. Mais tu vois, on dirait Kevina et Dylan qui discutent dans la maison des Marseillais de savoir si, du problème avec Sylviane, voilà, ils se sont engueulés, et puis voilà, on va discuter de la manière dont on va régler le problème social dans la maison des Marseillais. C'est pareil, c'est la même ambiance, on se croirait dans une télé-réalité. Pour la démocratie géorgienne. Raphaël Glucksmann parle d'un début prometteur vers une sortie de crise. Comme le président, il pense qu'il faut maintenir une politique de la porte ouverte aux opposants modérés, à ceux qui réalisent que Mikhail Saakachvili n'a pas l'intention de démissionner. Voilà, donc la porte ouverte, la démocratie, le débat, c'est avec ceux qui sont d'accord avec nous, hein, et qui ont compris, ils sont modérés. Parce que les autres, c'est des extrémistes, des radicaux, des populistes, des agents de l'étranger. Et on va discuter avec ceux qui sont d'accord avec nous.
Et c'est ça en fait la démocratie, pour eux, on l'a déjà vu, la démocratie c'est quand on est d'accord avec eux. Et à partir du moment où il y a du désaccord, il y a danger, hein, on avait vu avec Glucksmann qui dit oula, il y a une atteinte à la démocratie quand les gens sont plus pour la peine de mort ou pour certaines idées qui ne lui conviennent pas, c'est une atteinte à la démocratie. C'était pareil avec Ségolène ou toute cette clique de politiciens qui, au moment du Brexit, quand des gens leur parlaient de faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne en France, oulala, vous n'y pensez pas, ce serait une menace pour la démocratie. Le référendum menace la démocratie pour eux. Parce qu'on pourrait atteindre des conclusions qui ne leur conviennent pas. Donc, je pars un petit peu dans tous les sens, mais vous voyez que cette vidéo est assez compliquée à construire parce que on n'est pas face à des idées, on est face à des turpitudes, on n'est pas loin de la psychiatrie en fait. Donc voilà, la démocratie, c'est Glucksmann qui décide ce qui est démocratique et de ce qui ne l'est pas, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, et la fin justifie les moyens. Si bien que on se permet des choses, on s'est permis des choses en Géorgie, hein, pour faire advenir la démocratie et moderniser cette ancienne république soviétique et créer un État modèle dans la zone, hein, comme on a voulu faire en Irak, avec le même succès. Et voilà, ces gens, on a clair nous viand, dégoûtés par la politique, qui dénoncent. Selon elle, les fondateurs de Place Publique qui avaient fait alliance avec le PS pour les européennes n'étaient pas suffisamment soudés et alignés humainement et éthiquement pour empêcher des comportements aussi éloignés de notre promesse initiale. Nous avons trahi cette promesse, nous n'avons pas été en mesure de faire la peau à des pratiques politiques exécrables, nous avons fait l'expérience de notre impuissance, elle dénonce les arrivistes. Nous savons tous en théorie que la politique fonctionne ainsi, selon un système féodal d'allégeance, mais en faire l'expérience pratique change tout, j'ai été dégoûté par cette forme de prostitution de la démocratie, qui a pour conséquence que les plus vils obtiennent les meilleurs postes. Quand les dégoûtés partent, il ne reste plus que les dégoûtants. À propos de Glucksmann, elle affirme « Nous ne sommes pas faits du même bois, nous n'avons pas les mêmes points forts, je dirais que les siens sont son intelligence et sa culture, les miens sont ma sensibilité et mon intégrité. Mes attentes en matière d'honnêteté et de courage ne sont pas compatibles avec la tambouille politique, c'est moi qui suis inadapté à ce milieu. » Voilà, donc après, elle parle du PS comme une machine asséchée qui ne produit plus rien. C'est des gens en roue libre, avec de vieilles idées, issues de traumatismes familiaux ou idéologiques. Et à la fin, voilà, j'aimerais vous montrer ça. Libération, qui au moment des Khmers rouges, Libération du 17 avril 1975, hein, Libération qui faisait la promotion de l'arrivée des Khmers rouges, le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh. Et le lendemain, 7 jours de fête pour une libération. C'est Libé qui publie sur les Khmers rouges. Je crois qu'ils vont buter un tiers de la population du pays, quelque chose comme ça. Sans être présent au Cambodge, le journal rapporte que par des dizaines de milliers, les habitants de Phnom Penh sont descendus ce jeudi dans les avenues de la capitale pour accueillir les premières unités des forces de libération. Une guerre révolutionnaire à l'heure de la détente, cette formule résume l'originalité et le sens profond de la lutte de la libération nationale menée depuis 5 ans par le peuple cambodgien contre l'agression américaine. Alors là, ça va faire du sens après. Donc on a des gens qui dans les années 70 se rendent compte que, après avoir dit plus jamais Auschwitz, etc., se rendent compte qu'ils soutenaient quand même une idéologie, le communisme, qui a produit des horreurs similaires, des goulags, des exterminations, tout ce que tu veux, une oppression. Ils espéraient réaliser un idéal humaniste, et ils se rendent compte que c'est encore pire que le capitalisme qu'ils dénoncent, les agressions américaines, etc. Finalement, ils commencent à se rendre compte dans les années 70 que c'est pas aussi simple que ça, et ils vont comme ça être chargés de culpabilité, comme je le disais, devenir atlantistes, et finalement rester dans le même processus mental qui a conduit au désastre idéologique, qui a conduit à l'aveuglement. Et vous avez des gens comme Glucksmann, ils sont toujours dans cette même idée de... où est-ce que c'était déjà? Il disait vouloir lutter contre les aveuglements. Voilà, il tenait à cette idée de son père qui était très attaché contre l'aveuglement. Voilà, donc après Auschwitz, après les goulags, ces gens veulent lutter contre les oppressions. Mais comme ils sont toujours pas dans le réel et qu'ils sont pas sortis de leur beau quartier de Saint-Germain-des-Prés, eh bien ils tombent dans une nouvelle idéologie qu'ils essayent de calquer à l'ensemble de la planète. Ils veulent une vérité, en fait. Et cette nouvelle vérité, c'est l'atlantisme, démocratie de marché, démocratisation, fin de l'histoire. Hein, on va arriver au modèle parfait, qui est en fait l'américanisation du monde, la mondialisation, l'alignement de tout le monde sur un système démocratique, avec peut-être quelques ajustements, mais qui en gros, voilà, est cette démocratie de marché et la mondialisation économique. Et ces gens vont se mettre finalement à défendre tout ce que fait les États-Unis, comme avant ils défendaient tout ce que disait Staline. Alors ça aboutit à Glucksmann qui défend en 2003 l'invasion de l'Irak. Et dans des termes qui rappellent Libération, couvrant les Khmers rouges. Le philosophe André Glucksmann, qui fut maoïste dans sa jeunesse avant de devenir sarkozyste et pro-américain, et de me rappeler ce dernier en 2003, écumant les plateaux de télé, pour expliquer à quel point les États-Unis avaient raison de bombarder les Irakiens. Je me souviens aussi de la première phrase incroyable publiée par André Glucksmann dans une tribune dans Le Monde, co-signée à l'époque par Bruckner et Romain Goupil, démarrant par ces mots « Quelle joie de voir le peuple irakien en liesse fêter sa libération et ses libérateurs ». Des libérateurs qui tuèrent plus de 100 000 civils et plongèrent la région dans le chaos et la misère qui y règne depuis. C'est exactement, à 30 ans, pas tout à fait 25 ans d'écart, exactement les mêmes termes dans lesquels Libération fêtait l'arrivée des Khmers rouges, c'est la libération, c'est les libérateurs, 7 jours de fête,
les gens descendent en liesse applaudir les libérateurs. Et finalement, t'aboutis à un carnage, et ces gens sont dans le même aveuglement, mais avec une idéologie différente. Le logiciel a changé, mais le processus reste le même. Et aujourd'hui, la grande idéologie de Glucksmann, c'est plus... Oui, c'est toujours l'atlantisme et le soutien indéfectible aux États-Unis, mais c'est l'européisme. L'Europe, c'est formidable. Si vous êtes contre, vous êtes un nazi, un salaud, un enculé, un tout ce que tu veux. Et jamais il fait le bilan du résultat de l'Union européenne. Et à chaque fois, vous avez des gens comme ça, pour tous les problèmes du monde, qui vous disent il faut faire l'Europe. Il y a un problème migratoire, la réponse, ça est au niveau européen. Il y a un problème sur la fiscalité, évasion fiscale, lutter contre les paradis fiscaux. Ah, nous avons besoin de nous entendre au niveau européen. Que ferait la France toute seule et gna gna gna. Alors que c'est précisément l'Union européenne qui organise, qui légalise l'évasion fiscale, considérée aujourd'hui comme de l'optimisation. Et donc, pour tous les problèmes, quels qu'ils soient, vous aurez un gars comme Glucksmann qui vous dira il faut faire l'Union européenne, comme il faut faire l'idéal communiste, il faut démocratiser, il faut répandre la démocratie et ça répandra la paix et la prospérité partout, quelles que soient les souffrances que ça génère, quel que soit le résultat aussi que ça génère, c'est l'idéologie. Pour beaucoup, vous avez l'Union européenne est un espèce de mantra comme ça, qui une fois réalisé, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop à quelle date, on ne sait pas trop quel niveau d'européisme est nécessaire, mais une fois qu'on aura atteint ce niveau-là, il n'y aura plus de problème de chômage, il n'y aura plus de problème économique, l'Europe pèsera dans le monde, sera contrepoids à la Chine, aux États-Unis, la défense sera assurée, l'approvisionnement énergétique sera assuré, on aura réalisé la transition écologique, qui ne peut se faire que dans le cadre de l'Union européenne. Et c'est que ça. Et il répète ça comme un mantra. C'est un désastre absolu. L'Union européenne est aujourd'hui la pire zone économique du monde, plus faible taux de croissance depuis 20 ans, plus forte augmentation de la pauvreté, plus forte augmentation du chômage, il se passe plus rien. Quand il y a un truc qui est créé en Europe, c'est racheté par les États-Unis, par les Chinois, par tout ce que tu veux, parce que la libéralisation des mouvements de capitaux font que c'est une passoire à tous les niveaux. Politique, économique, c'est nul. Mais on va rester dans l'idéologie. Voilà. L'Union européenne, c'est merveilleux. Qu'importe le résultat. Et ces connards, on les reverra dans 10 ans, quand le résultat aura été un désastre accepté par tous, irréfutable. Ils reviendront à la télé nous donner des leçons, écrire des bouquins, réaliser des reportages, des articles, pour nous dire à quel point, finalement, c'était pas forcément une bonne chose. Alors les plus honnêtes diront je me suis trompé. Et puis les plus malhonnêtes seront comme des gens comme on a vu avec Bernard Accoyer là sur la loi NOM, l'électricité et le désastre du marché européen de l'électricité, de la libéralisation des électrons, et qui dit la France a fait de mauvais choix politiques, les dirigeants ont fait de mauvais choix, mais non. Ça... Donc voilà, là c'est pareil, vous avez ici, en complément de l'article, 10 ans plus tard, vous avez des films qui sortent. Dans un long commentaire, Patrick Sabatier revenait sur sa déchirure. Cette année-là, le journal consacrait plusieurs pages à un très beau film de Laurent Geoffrey, La déchirure, qui sortait en salle. À trop avoir voulu avoir raison dans cette guerre, et s'être laissé aveugler, on n'a rien vu, rien compris ou presque, écrivait Patrick Sabatier. En 1985, donc 10 ans plus tard, il analyse. Les spectateurs du film La déchirure apprécieront la stupidité de l'auteur de ces lignes. Il a fallu la mort d'un ami aux mains des Khmers rouges, la rencontre avec Pin Nyatai, auteur de l'Utopie meurtrière, la visite des champs de la mort Khmers rouges et des camps de réfugiés en Thaïlande au lendemain de l'invasion vietnamienne, en janvier 79, pour que je regarde en face la vérité de l'aveuglement qui avait été le mien, comme celui d'autres. Un aveuglement qui a ses raisons, mais pas d'excuses. Donc lui au moins fait son mea culpa 10 ans plus tard, mais en tout cas il t'a vendu les Khmers rouges, c'est formidable. Ensuite, ces mecs reviennent, toujours autant déconnectés de la réalité, l'atlantisme, le néoconservatisme américain, la défense de la démocratie préventive avec des guerres préventives, comme en Irak, tout ça, où on va façonner l'ordre mondial à coups de bombe pour éviter que d'autres le fassent à notre place, ça c'est formidable. C'est la libération. Nous on détient la lumière, on sait ce qui est bien, on sait quel est le bon régime à appliquer pour être heureux, libre, en paix et tout ce que tu veux, et on va venir vous l'apporter à coups de pied dans la gueule. Alors forcément, aujourd'hui en Irak, on sait que c'était pas forcément une armée de libération qui arrivait. Mais bref, aujourd'hui vous avez Glucksmann avec son européisme, avec sa bonne morale, avec sa bonne pensée, issu de son PMU local de Saint-Germain-des-Prés, armé de tout son appareil socio-culturel, il va pouvoir mettre en forme, comme je le disais, sa bêtise, la diffuser avec des reportages, des documentaires, des articles, des livres qui donneront lieu à une présence médiatique qu'il arrive même maintenant à convertir en poste de député et payer 15 000 balles par mois pour raconter ses conneries en fait, lui. Et il va venir nous expliquer comment doit fonctionner le monde selon son opinion, comme ça, lui qui n'a jamais rien fait, qui n'a jamais réussi quoi que ce soit, il s'est jamais levé le matin pour aller travailler, il n'a jamais eu besoin de ça. Et les rares fois où il a touché au système, où il a été face à la réalité des choses, c'est le nouveau magazine littéraire qu'il a coulé, il a gaspillé une somme considérable, et c'est l'expérience géorgienne qui a fini en dictature, duquel il préfère aujourd'hui jeter un voile pudique, ça n'a jamais existé. Mais il revient aujourd'hui te faire la morale sur la lutte contre l'extrême droite, contre la lutte contre les régimes autoritaires.